6 juin 1944. Si le monde retient cette date comme le début de la libération de l'Europe, pour le Troisième Reich, elle marqua le début de son effondrement final. Aux premières heures du 6 juin 1944, sous un ciel nuageux, les soldats allemands occupaient les bunkers et les tranchées le long des côtes normandes. Vétérans du front de l'Est et jeunes recrues partageaient le même ordre: stopper l'invasion à tout prix. La propagande affirmait que le mur de l'Atlantique était imprenable et que le débarquement aurait lieu ailleurs. Mais ce matin-là, la guerre éclata sans prévenir, par les airs et par la mer. Ce documentaire raconte l'histoire du débarquement de l'autre côté du front, le point de vue allemand. Le mur de l'Atlantique, l'illusion d'une défense impénétrable. Lorsque les dirigeants du Troisième Reich commencèrent à évoquer le mur de l'Atlantique, ce n'était pas uniquement en termes militaires. Pour Hitler et son entourage, ce gigantesque réseau de fortifications devait devenir une barrière psychologique, un avertissement visible que l'Europe occidentale était coupée du reste du monde et que toute tentative alliée de reconquérir le continent serait anéantie avant même d'avoir commencé. Après la chute de la France en 1940, l'Allemagne dominait la côte atlantique européenne. Mais cette victoire s'accompagnait d'une vulnérabilité évidente. La mer, cette même mer qui séparait la Grande-Bretagne du continent, pouvait devenir la voie de retour de l'ennemi. Durant les premières années de l'occupation, la défense côtière était inégale, improvisée et, dans de nombreux secteurs, presque symbolique. Le haut commandement allemand était convaincu que l'issue de la guerre se jouerait sur d'autres fronts, notamment à l'Est, où l'opération Barbarossa accaparait la majeure partie des ressources, des effectifs et de l'attention stratégique. Cependant, à mesure que le conflit s'éternisait et que la supériorité industrielle des Alliés devenait de plus en plus évidente, la possibilité d'un débarquement amphibie de grande ampleur cessa d'être une hypothèse lointaine pour devenir une menace inévitable. C'est dans ce contexte que le mur de l'Atlantique commença à se dessiner comme un concept global. Il ne s'agissait pas d'un mur continu, mais d'un gigantesque réseau de positions défensives s'étendant sur des milliers de kilomètres de côte. Des bunkers en béton armé, des casemates d'artillerie, des nids de mitrailleuses, des postes d'observation, des champs de mines, des tranchées et des obstacles anti-chars commencèrent à proliférer du nord de la Norvège jusqu'au golfe de Gascogne. Sur le papier, le système était censé détecter, retarder et détruire toute force d'invasion avant qu'elle ne puisse établir une tête de pont. La propagande nazie a amplifié le projet. Films, photographies et communiqués officiels montraient d'énormes structures en béton, des canons pointés vers l'horizon et des soldats déterminés patrouillant l'océan. Le message était clair. Le mur de l'Atlantique était imprenable. Berlin affirmait qu'aucune armée ne pouvait franchir cette barrière sans subir de pertes catastrophiques. Ce discours visait non seulement l'ennemi, mais aussi la population allemande et les territoires occupés, afin de renforcer l'idée que le pouvoir du Reich était inaliénable. La réalité était cependant bien plus complexe. La construction du mur de l'Atlantique fut entravée par de nombreux problèmes dès le départ. L'Allemagne combattait déjà sur plusieurs fronts et son économie de guerre commençait à montrer des signes de faiblesse. Le béton, l'acier, le carburant et la main-d'œuvre qualifiée étaient des ressources de plus en plus rares. L'essentiel des travaux incomba à l'organisation Todt, qui employa une main-d'œuvre mixte composée d'ouvriers allemands, de travailleurs forcés locaux et de prisonniers de guerre. Les conditions de travail étaient pénibles, les délais irréalistes et la qualité de la construction très variable d'un secteur à l'autre. De plus, le concept même du mur de l'Atlantique était marqué par une contradiction fondamentale. Le littoral à défendre était trop vaste. Aucune puissance, pas même l'Allemagne à son apogée, ne pouvait fortifier uniformément des milliers de kilomètres de côte. En conséquence, des zones prioritaires et secondaires furent créées. Les ports importants, les détroits stratégiques et les zones considérées comme des sites de débarquement potentiels bénéficièrent de fortifications renforcées. D'autres régions, en revanche, ne furent que partiellement protégées, avec des positions incomplètes ou faiblement garnies. La Normandie illustre parfaitement cette faiblesse structurelle. Longtemps, le haut commandement allemand a cru que le débarquement allié principal aurait lieu dans le Pas-de-Calais, point le plus proche entre l'Angleterre et la France. Cette conviction a conduit à la concentration des défenses les plus importantes dans cette zone, tandis que la Normandie était traitée comme un secteur secondaire.
Bien que des fortifications existassent, elles étaient moins denses, moins profondes et, dans de nombreux cas, encore en construction au printemps 1944. L'arrivée du maréchal Erwin Rommel sur le front occidental marqua un tournant. Chargé d'inspecter et de renforcer le mur de l'Atlantique, Rommel comprit rapidement que si les Alliés parvenaient à établir une tête de pont sur le continent, leur supériorité aérienne et matérielle rendrait leur délogement quasi impossible. Pour lui, l'invasion devait être stoppée sur la plage même, dans les premières heures, avant que l'ennemi ne puisse déployer ses forces. Cette vision s'opposait à celle d'autres commandants qui privilégiaient une défense plus mobile et en profondeur, fondée sur d'importantes contre-attaques blindées. Rommel lança une course contre la montre. Il ordonna l'installation massive d'obstacles sur les plages, destinés à détruire les péniches de débarquement et à canaliser l'infanterie vers des zones sous le feu allemand. Pieux, hérissons métalliques, mines et pièges transformèrent le littoral en un véritable champ de bataille. Les positions à l'intérieur des terres furent également renforcées, les zones basses inondées. Et des efforts furent déployés pour améliorer la coordination entre les unités côtières et les réserves mobiles. Mais même ces efforts ne purent pallier les limitations structurelles du mur de l'Atlantique. De nombreuses unités chargées de la défense côtière étaient composées de soldats âgés, de jeunes recrues ou de troupes considérées comme de seconde ligne. Certaines divisions étaient statiques, peu mobiles, et disposaient de moyens de transport motorisés limités. Le manque d'entraînement spécifique pour repousser un débarquement amphibie et la pénurie de munitions et de soutien aérien ont encore réduit l'efficacité réelle des défenses. À cela s'ajoutait un problème crucial, la prise de décision. Le système de commandement allemand était profondément centralisé et tout mouvement important de réserve blindée nécessitait l'autorisation directe d'Hitler. Dans la guerre moderne, où des heures, voire des minutes, peuvent être décisives, cette rigidité s'est avérée un handicap fatal. Le mur de l'Atlantique pouvait tenir un temps, mais il n'était pas conçu pour s'adapter rapidement à une attaque massive et coordonnée comme celle que les Alliés préparaient. Ainsi, à la veille du 6 juin 1944, le mur de l'Atlantique relevait davantage de l'idée que d'une réalité cohérente. Il s'agissait d'un mélange de fortifications impressionnantes et de sections vulnérables, de positions solides et de secteurs abandonnés, d'une confiance affichée par la propagande et de doutes latents chez de nombreux officiers et soldats. Le béton était bien réel, les armes étaient là, mais l'illusion d'invulnérabilité dissimulait de profondes failles qui n'avaient besoin que d'un seul coup décisif pour être mises à nu. Lorsque ce coup dur, venu des airs et de la mer, s'abattit sur le mur de l'Atlantique, celui-ci se révéla loin d'être la barrière ultime promise par Berlin. Il était, à bien des égards, le symbole d'une Allemagne encore prisonnière de la force de son passé, tandis que la guerre moderne progressait dans une direction qu'elle ne pouvait plus maîtriser. Normandie, un secteur secondaire. Pendant une grande partie de la guerre, la Normandie constituait un théâtre d'opérations secondaires pour le haut commandement allemand, un simple tronçon de la vaste côte atlantique qu'il fallait surveiller, mais pas nécessairement défendre comme un point décisif. Depuis Berlin et le quartier général du front occidental, l'attention se portait sur d'autres positions jugées bien plus susceptibles d'être ciblées par un débarquement allié. Cette perception ne surgissait pas du néant, elle reposait sur une logique géographique et stratégique qui, sur le papier, paraissait solide. Le Pas-de-Calais représentait le point le plus étroit entre la Grande-Bretagne et le continent européen. Sa proximité laissait supposer que les Alliés chercheraient le passage le plus court possible afin de réduire les risques, le temps et les ressources nécessaires. De plus, la région offrait des ports importants et un réseau de communication relativement développé, facilitant une expansion rapide à l'intérieur de la France et, à terme, en Allemagne. Pour de nombreux officiers allemands, Calais était non seulement la cible la plus logique, mais quasiment la seule viable pour une invasion à grande échelle. Cette conviction devint l'un des fondements de la planification défensive allemande. De ce fait, le secteur du Pas-de-Calais bénéficia d'une attention prioritaire au sein du mur de l'Atlantique. On y concentra certaines des batteries côtières les plus puissantes, les fortifications les plus denses et les unités de la plus haute qualité. La Normandie, en revanche, était perçue comme un secteur complexe avec des marées extrêmes, de longues plages apparemment inadaptées à un débarquement massif et un réseau de routes intérieures étroites bordées de haies qui étaient censées entraver le mouvement de forces importantes.
Cette perception était renforcée par un facteur psychologique. La Normandie ne disposait pas de grands ports naturels capables d'accueillir, semblait-il, le volume de ravitaillement nécessaire à une force d'invasion. Selon la pensée militaire allemande traditionnelle, sans la prise rapide d'un port, tout débarquement était voué à l'échec. Cette hypothèse a conduit à une sous-estimation de la capacité des Alliés à improviser des solutions logistiques, une sous-estimation qui allait avoir des conséquences décisives. Tandis que Berlin concentrait son attention sur Calais, les Alliés mettaient au point l'une des opérations de désinformation les plus sophistiquées de l'histoire militaire. Par de fausses émissions, des mouvements de troupes simulés et la création d'armées fictives, ils renforcèrent délibérément l'idée que le débarquement principal aurait lieu dans le pas de Calais. Pour le commandement allemand, ces informations semblaient confirmer leurs propres attentes, renforçant une conviction déjà profondément ancrée. La Normandie se trouvait donc prise dans un paradoxe dangereux. Elle n'était pas sans défense, mais elle n'était pas non plus considérée comme décisive. Des défenses existaient, certes, mais pas avec la profondeur ni la densité que Rommel avait souhaité dès le départ. De nombreuses positions étaient incomplètes, des obstacles étaient encore en cours d'installation sur les plages au printemps 1944, et la coordination entre les unités était limitée. Dans certains secteurs, les fortifications n'étaient guère plus que des postes d'observation renforcés, incapables de résister à une attaque prolongée. Les troupes déployées dans la région reflétaient cette perception secondaire. La Normandie était en grande partie défendue par des divisions statiques, composées de soldats âgés, de jeunes recrues ou de personnel peu expérimenté. Malgré la présence de quelques unités compétentes et d'officiers professionnels, la qualité globale était inégale. Le manque de mobilité constituait un problème crucial. Nombre de ces divisions ne disposèrent pas de moyens de transport motorisés suffisants, ce qui les rendait dépendantes d'ordres clairs et de délais de réaction adéquats, deux éléments qui feraient défaut au moment décisif. La structure même du commandement allemand a contribué à cette sous-estimation. Les décisions clés étaient prises loin du front, et les informations parvenant à Berlin passaient par de multiples filtres. Les rapports mettant en garde contre la vulnérabilité de la Normandie se mêlaient à un flot de données, souvent contradictoires, renforçant l'idée que toute activité alliée dans cette zone n'était qu'une diversion avant la véritable attaque sur Calais. Même après le début de l'atterrissage, cette confusion persista pendant des heures cruciales. Rommel, conscient de ses faiblesses, s'efforça de changer les mentalités. Lors de ses inspections, il exprima à plusieurs reprises son inquiétude concernant la Normandie et d'autres secteurs apparemment secondaires. Cependant, leur capacité à redéployer des forces était limitée. La rareté des ressources, la rigidité du système de commandement et la menace constante d'un débarquement alternatif les obligeaient à maintenir d'importantes réserves loin de la Normandie, prêtes à réagir à une attaque qui n'aurait jamais lieu. Il en résulta une défense fragmentée, davantage conditionnée par les attentes que par les réalités. La Normandie n'était pas le secteur le mieux défendu du mur de l'Atlantique, mais elle n'était pas non plus totalement prise au dépourvu. Elle se trouvait dans une zone intermédiaire dangereuse, où l'excès de confiance et le manque de priorisation stratégique créèrent un vide que les Alliés surent exploiter avec précision. Ainsi, lorsque les premiers signes du débarquement apparurent aux premières heures du 6 juin 1944, de nombreux commandants allemands hésitèrent. S'agissait-il de l'attaque principale ou d'une simple manœuvre de diversion? Cette question, en apparence simple, a retardé des décisions cruciales et a laissé les forces en Normandie combattre avec des ressources limitées, dans l'attente de renforts qui n'arriveraient pas à temps. La Normandie, longtemps considérée comme un secteur secondaire, allait devenir le théâtre du destin du front occidental. Et pour l'Allemagne, cette méprise allait être aussi décisive que n'importe quelle défaite sur le champ de bataille. Le tôt matin du 6 juin, confusion, silence et alarme. Aux premières heures du 6 juin 1944, la côte normande semblait enveloppée d'un calme trompeur. Le ciel était couvert, la mer agitée et le vent soufflait fort. Des conditions que de nombreux officiers allemands interprétèrent comme une garantie temporaire contre toute opération amphibie d'envergure. Au poste d'observation, les soldats vaquaient à leurs occupations nocturnes sans se douter qu'à ce moment précis, la plus grande flotte d'invasion de l'histoire avançait silencieusement vers eux. Pour le soldat allemand de garde, la matinée commença comme tant d'autres. Des détonations éparses,
Des bruits lointains pris pour le clapotis des vagues, des lumières clignotantes dans le ciel qui pouvaient être des fusées éclairantes, des avions de reconnaissance ou simplement des illusions d'optique dues à la fatigue. Le système d'alerte côtière était actif mais saturé de fausses alertes accumulées depuis des semaines. Chaque signal devait être confirmé, vérifié et relayé par une chaîne de commandement lente et rigide. Peu après minuit, les premières anomalies ont commencé à être enregistrées. Les radars allemands ont détecté des mouvements aériens inhabituels au-dessus de la Manche. Pour certains opérateurs, cela indiquait une opération d'envergure. Pour d'autres, il s'agissait d'un nouveau bombardement allié ou d'une manœuvre de diversion, une pratique devenue courante ces derniers mois. L'ambiguïté de l'information empêcha toute réaction immédiate et claire. Quelques minutes plus tard, le ciel normand résonna de bruits inhabituels, des avions volant à basse altitude, des moteurs déviant de leur trajectoire habituelle, des explosions isolées à l'intérieur des terres. Dans plusieurs secteurs, des unités allemandes ont commencé à signaler des parachutistes ennemis atterrissant à l'arrière. Loin d'éclaircir la situation, ces rapports n'ont fait qu'accroître la confusion. S'agissait-il d'une attaque principale ou d'une opération de sabotage visant à perturber les défenses avant l'atterrissage proprement dit en un autre point? La réaction du commandement allemand fut hésitante. Les rapports arrivèrent de manière fragmentaire et, dans de nombreux cas, contradictoires. Certains parlaient de centaines de parachutistes, d'autres de petits groupes dispersés. L'absence d'une vision d'ensemble claire a conduit à une sous-estimation initiale de l'ampleur de l'opération. Pour de nombreux officiers, cela semblait correspondre à l'idée d'une tactique de diversion avant une attaque de plus grande envergure dans le Pas-de-Calais. Pendant ce temps, dans les bunkers et sur les positions côtières, les soldats restaient en état d'alerte maximale. Les ordres étaient clairs mais limités: observer, faire rapport et ne pas agir sans confirmation. Le souvenir des fausses alertes passées pesait lourdement sur chaque décision. Ouvrir le feu sans menace clairement identifiée pouvait entraîner un gaspillage de munitions précieuses ou révéler prématurément les positions défensives. À l'aube, la situation commença à changer irrémédiablement. Le bruit à l'horizon, jusque-là indistinct, se transforma en un murmure continu et profond, impossible à ignorer. Certains observateurs commencèrent à distinguer des ombres sombres sur la mer. Il ne s'agissait pas de navires isolés, mais de formations entières se dirigeant vers la côte. Malgré tout, le cerveau humain a refusé d'accepter l'évidence. Il ne s'agissait pas d'un exercice ou d'une manœuvre limitée, mais d'une invasion. L'alerte a commencé à se propager le long de la côte, mais de façon inégale. Dans certaines zones, les autorités ont réagi rapidement et ont ordonné la mise en place des défenses. Ailleurs, l'incertitude persistait. Les lignes téléphoniques étaient saturées, les liaisons radio intermittentes et de nombreuses communications dépendaient encore de messagers. Chaque minute perdue réduisait le temps de réponse. Au plus haut niveau de l'état-major, la confusion atteignit un point de non-retour. Les décisions cruciales nécessitaient l'autorisation de Berlin et à ce moment précis, Hitler dormait. La culture de commandement profondément centralisée du Troisième Reich paralysait de nombreux officiers qui craignaient d'agir sans ordres explicites. Alors que l'ennemi se rapprochait, les réserves blindées restaient immobiles, attendant une confirmation qui tarderait à venir. Sur le terrain, l'arrivée des parachutistes alliés eut un effet dévastateur sur la perception allemande. Des unités isolées combattaient dans l'obscurité contre un ennemi invisible, sans savoir combien il était nombreux ni quel était son véritable objectif. Les combats se déroulèrent dans des villages, des champs et sur des routes secondaires, loin des plages. Cette dispersion renforça l'idée que l'attaque principale était encore à venir, ailleurs. Lorsque les premiers bateaux commencèrent à s'approcher des plages, le petit matin avait déjà laissé place à une aube grise et tendue. Pour de nombreux défenseurs, le moment de vérité est arrivé brutalement. Les doutes se sont dissipés, remplacés par une certitude implacable. L'ennemi était là, devant eux, et ils n'avaient pas droit à l'erreur. Cependant, le mal était déjà fait. La confusion initiale, le silence imposé par l'attente et le retard de l'alarme avaient offert aux Alliés une ressource inestimable, le temps. Il est temps de débarquer, de s'organiser et de commencer à ouvrir des brèches dans une défense qui, bien que solide en apparence, avait été prise au dépourvu à son moment le plus vulnérable. Ainsi, du point de vue allemand, la matinée du 6 juin 1944 fut marquée par une succession d'incertitudes et de décisions reportées.
Ce n'est pas le manque de courage ou de préparation individuelle qui a fait défaut en premier lieu, mais l'incapacité d'un système à réagir rapidement à l'inattendu. Durant ces heures sombres, avant que le soleil ne se lève sur la Normandie, le destin du front occidental commença à basculer de manière irréversible. Le soldat allemand en Normandie, entre devoir et survie. Pour le soldat allemand stationné en Normandie, le 6 juin 1944 ne commença pas comme une page glorieuse de l'histoire militaire, mais comme une épreuve extrême d'endurance physique et mentale. Loin des salles de cartes et des décisions stratégiques prises à Berlin, la guerre se vivait au ras du sol, parmi les bunkers humides, les tranchées mal drainées et les interminables nuits de garde face à une mer qui, jusqu'alors, semblait silencieuse. La composition des troupes allemandes en Normandie reflétait les pertes accumulées au fil des années de guerre. On y trouvait des vétérans aguerris du front de l'Est, de jeunes recrues à peine entraînés, des soldats de remplacement, des unités statiques et des contingents composés d'hommes âgés ou handicapés. Pour beaucoup, la Normandie n'était pas une destination prestigieuse, mais une mission secondaire, loin des fronts considérés comme décisifs. Cependant, le moment venu, cette distinction n'eut plus aucune importance. La vie quotidienne était rythmée par l'attente des ordres, l'attente des approvisionnements, l'attente d'un ennemi qui ne se montrait jamais. Les conditions de vie étaient rudes. Les bunkers offraient une protection, mais aussi l'isolement, le froid et un sentiment constant d'enfermement. Le bruit de la mer se mêlait au vent et souvent au vrombissement lointain des avions alliés, rappelant aux soldats que la supériorité aérienne n'appartenait plus à l'Allemagne. L'endoctrinement a joué un rôle important, mais non absolu. De nombreux soldats avaient été formés dans l'idée du devoir, de l'obéissance inconditionnelle et du sacrifice pour la patrie. En Normandie, cependant, ces notions abstraites se heurtaient à une réalité immédiate. Survivre au prochain bombardement, à la prochaine attaque, au lendemain. L'héroïsme instrumentalisé par la propagande n'avait guère sa place dans un contexte où la mort pouvait frapper soudainement et de façon impersonnelle. Dès le début de l'invasion, l'impact psychologique fut immédiat. Le grondement assourdissant de l'artillerie navale alliée fit trembler les positions allemandes avec une force sans précédent. Pour de nombreux soldats, c'était la première fois qu'ils subissaient un bombardement d'une telle ampleur. Le béton vibrait, la terre tremblait et l'air se chargeait de poussière, de débris et de fumée. À cet instant, toute notion de contrôle s'évanouissait. Malgré cela, de nombreuses positions résistèrent. Dans les bunkers, les soldats exécutèrent les ordres avec un mélange de discipline et de peur. Certains tiraient presque machinalement. D'autres attendaient le moment opportun pour ouvrir le feu, conscients que chaque balle comptait. Tous n'étaient pas des fanatiques, ni ne combattaient par conviction idéologique. Beaucoup l'ont fait parce que c'était la seule option possible, parce que battre en retraite sans ordre signifiait être puni, ou tout simplement parce que l'ennemi était devant eux et qu'il n'y avait pas d'autre solution. La fragmentation des combats a accentué l'isolement. Des unités entières se sont retrouvées coupées du monde, ignorant ce qui se passait à quelques centaines de mètres de là. Dans ce contexte, le soldat allemand combattait davantage pour son groupe immédiat que pour une stratégie d'ensemble. Le lien avec ses camarades devint le principal moteur de la résistance. Ils partageaient la peur, l'épuisement et un sentiment croissant d'abandon. Le contact avec les parachutistes alliés à l'arrière ajouta une tension supplémentaire. Des combats nocturnes confus et brutaux se déroulèrent dans les villes et les champs, souvent sans ligne de démarcation claire entre l'avant et l'arrière. Un soldat allemand pouvait se retrouver soudainement encerclé, sans information fiable et avec des ordres contradictoires. Dans de telles circonstances, la frontière entre devoir et survie devenait floue. La supériorité matérielle des Alliés était manifeste. L'appui constant de l'artillerie aérienne et navale minait le moral allemand. Chaque mouvement durant la journée comportait des risques énormes. Les camions détruits, les colonnes dispersées et les positions repérées depuis les airs renforçaient le sentiment de vulnérabilité. Pour de nombreux soldats, la peur ne résidait plus seulement dans l'ennemi visible, mais dans une menace omniprésente qui pouvait surgir du ciel à tout moment. Au fil des heures et des jours, la pression psychologique s'est accumulée. L'épuisement extrême, le manque de sommeil et la pression constante ont érodé leur résilience. Certains soldats continuèrent à se battre avec détermination. D'autres commencèrent à songer à la retraite, à la reddition ou simplement à survivre jusqu'à la fin de la guerre.
Ces réactions n'étaient pas un signe de lâcheté, mais plutôt le reflet d'une situation désespérée. En Normandie, le soldat allemand n'était ni un personnage homogène, ni un simple rouage de la machine militaire. C'était un individu pris entre des ordres rigides et une réalité chaotique, entre une loyauté imposée et l'instinct de survie. Son expérience révèle une dimension humaine souvent éclipsée par les grands mouvements stratégiques et les figures emblématiques de l'histoire militaire. Ainsi, au-delà des fortifications et des plans avortés, la bataille de Normandie fut aussi un combat intérieur pour des milliers de soldats allemands. Un combat silencieux, marqué par des décisions prises en une fraction de seconde, des peurs inavouées, et la question lancinante de savoir si le devoir exigeait de résister jusqu'au bout ou si la survie elle-même constituait la seule victoire possible. Pour le commandement allemand en Normandie, le véritable chaos n'a pas commencé sur les plages, mais bien plutôt à l'intérieur des terres, dans l'obscurité du petit matin. Tandis que les défenses côtières se préparaient à un débarquement, le front allemand commença à s'effondrer par l'arrière. L'apparition soudaine des parachutistes alliés derrière les lignes surprit non seulement les troupes, mais changea radicalement la perception de la bataille dès ses premières heures. Au milieu de la nuit, sous un ciel nuageux et des conditions météorologiques défavorables, des milliers de parachutistes ont commencé à descendre sur l'intérieur de la Normandie. Pour les soldats allemands déployés dans les villages, aux carrefours et aux postes d'observation, l'attaque fut aussi inattendue que déroutante. Des avions volant à basse altitude, des moteurs inconnus, des tirs isolés et des silhouettes tombant du ciel bouleversèrent la routine nocturne et semèrent immédiatement la panique. La dispersion des parachutistes, provoquée par les tirs de DCA, le mauvais temps et les erreurs de navigation, eut un effet paradoxal du point de vue allemand. Au lieu d'affronter des unités compactes et facilement identifiables, les troupes allemandes se retrouvaient face à de petits groupes ennemis surgissant de manière inattendue. Cela amplifiait le sentiment de menace. Des rapports fragmentaires faisaient état d'ennemis dans toutes les directions, sans que personne ne puisse déterminer leur nombre exact ni quel était leur objectif principal. Pour les commandants locaux, la situation était désespérée. Les lignes de communication étaient devenues chaotiques. Les téléphones étaient coupés, les radios inutilisables ou saturées, et les messagers ne revenaient pas. Chaque unité combattait avec des informations incomplètes et souvent erronées. Certains officiers pensaient avoir affaire à des commandos isolés. D'autres, au début d'une offensive terrestre de grande envergure lancée depuis l'intérieur du pays. L'absence de vision claire a conduit à des décisions improvisées et à une dispersion encore plus grande des forces disponibles. Dans les villages normands, les combats devinrent brutaux et rapprochés. Dans l'obscurité, Allemands et parachutistes s'affrontaient à bout portant, sans ligne de défense ni front clairement défini. L'ennemi pouvait surgir d'une haie, d'une ferme ou d'un clocher. Pour le soldat allemand, l'arrière cessait d'être un espace relativement sûr et devenait un terrain hostile où le moindre mouvement pouvait être fatal. Ce chaos a eu des conséquences stratégiques immédiates. Les unités qui devaient se diriger vers la côte pour renforcer les plages ont été retardées, déviées ou directement bloquées. Des ponts détruits, des points de passage contrôlés par des parachutistes et des embuscades improvisées ont ralenti l'avancée allemande pendant les heures les plus critiques. Chaque minute gagnée par les Alliés à l'arrière était une minute perdue pour les défenses côtières. Cette confusion transparaissait également dans les rapports parvenus aux plus hautes sphères du commandement. Les messages décrivaient une situation alarmante mais décousue. Certains parlaient de milliers d'ennemis, d'autres de simples escarmouches. Cette contradiction renforçait l'idée que l'attaque en Normandie pouvait être une diversion, une manœuvre destinée à concentrer les forces pendant que la véritable attaque se préparait ailleurs. Ainsi, le chaos à l'arrière a non seulement désorganisé tactiquement les troupes allemandes, mais a également alimenté l'indécision stratégique. Pour le soldat allemand moyen, l'expérience était profondément démoralisante. Combattre à l'arrière signifiait combattre sans savoir où se trouvait le front, qui commandait, ni ce qui se passait sur la côte. Le sentiment d'être encerclé, même lorsqu'il ne l'était pas, se répandit rapidement. De nombreux soldats passèrent des heures durant en état d'alerte extrême, tirant sur des ombres, progressant avec prudence sur des chemins qu'ils connaissaient bien, mais qui leur semblaient désormais méconnaissables. La nuit et les premières heures de l'aube furent le théâtre de combats fragmentés, de décisions individuelles et d'une lutte pure pour la survie.
Les officiers et sous-officiers ont dû assumer des responsabilités pour lesquelles ils n'étaient pas préparés, improvisant des défenses, organisant des patrouilles et essayant de rétablir un semblant d'ordre au milieu du chaos. Dans de nombreux cas, ces actions locales ont empêché un effondrement immédiat, mais elles n'ont pas pu inverser l'impact global de l'attaque. Du point de vue allemand, le parachutage fut l'une des manœuvres les plus déstabilisatrices du jour J. Il causa non seulement des pertes et des retards, mais aussi la rupture de la cohésion du système défensif. Le mur de l'Atlantique, déjà vulnérable, s'est retrouvé encore plus exposé lorsque son arrière-garde s'est transformé en un champ de bataille chaotique et indéfini. Ainsi, tandis que l'attention allemande restait partagée entre la côte et l'attente d'une attaque majeure dans un autre secteur, la Normandie brûlait de l'intérieur. Le chaos à l'arrière du front n'était pas un effet secondaire de l'invasion, mais un élément central de son succès. Pour l'Allemagne, cela signifiait la perte de contrôle au moment précis où elle en avait le plus besoin. Pour les soldats sur le terrain, c'était la confirmation que la guerre ne suivait plus aucun plan reconnaissable et que la survie dépendait de plus en plus du hasard et de décisions prises en quelques secondes. Les premières heures sur les plages, résistance et désorganisation. Lorsque les premiers navires de débarquement alliés ont commencé à toucher le sable de Normandie, la réalité du 6 juin est immédiatement devenue brutale et tangible pour les défenseurs allemands. Pendant des mois, ils avaient cru que leurs fortifications et le mur de l'Atlantique suffiraient à repousser toute attaque. Pourtant, dès les premières heures, il devint évident que la théorie et la pratique pouvaient être radicalement différentes. Les plages, que les ingénieurs allemands avaient conçues comme des étendues destinées à stopper les invasions, se transformèrent en champs de bataille chaotiques. Les bunkers en béton offraient une certaine protection, mais la coordination entre eux était minimale. De nombreux soldats ignoraient la position exacte de leurs camarades, et les communications avec les unités voisines étaient sporadiques, voire inexistantes. Les téléphones étaient hors service, les radios dysfonctionnaient, et les estafettes risquaient d'être touchées par les tirs ennemis avant de pouvoir transmettre les ordres. Dans ce contexte, la résistance allemande devint un mélange de discipline individuelle, d'improvisation tactique et parfois de pur désespoir. Certains soldats manœuvraient mitrailleuses et pièces d'artillerie avec une précision redoutable, infligeant des pertes aux premières vagues de troupes alliées. D'autres restaient immobiles, abasourdis par l'ampleur de l'opération et la rapidité avec laquelle l'ennemi progressait vers leur position. Chaque minute qui passait révélait davantage la fragilité d'un système défensif qui, dans de nombreux secteurs, avait été conçu pour une attaque plus limitée ou plus prévisible. Le terrain lui-même compliquait la défense. Les plages de Normandie étaient longues et dégagées, bordées de dunes et de champs parcourus de haies et de sentiers étroits. Pour les Allemands, l'idée d'empêcher un débarquement massif dans une zone aussi vaste nécessitait de la coordination, du temps et des réserves mobiles, des ressources qui leur faisaient défaut. Les obstacles disposés dans le sable, hérissons métalliques, pieux, rommels, mines antichars, furent efficaces dans une certaine mesure, mais ils ne purent stopper complètement l'avancée alliée lorsque des milliers d'hommes et de véhicules arrivèrent simultanément, appuyés par l'artillerie navale et la couverture aérienne. L'organisation allemande, déjà rigide avant le débarquement, s'est effondrée sous la pression. La chaîne de commandement était surchargée et les ordres reçus étaient partiels, ambigus ou tardifs. De nombreux officiers locaux ont dû prendre des décisions seuls, improvisant des positions défensives, réorganisant les soldats dispersés et essayant de maximiser l'impact des armes disponibles. Dans certains cas, cette improvisation a permis de retarder temporairement l'avancée des Alliés. Dans d'autres, elle a conduit à des engagements fragmentés qui n'ont pas permis d'endiguer la marée ennemie. Les tirs alliés étaient implacables et constants. L'artillerie navale balayait les plages, détruisant obstacles et positions, tandis que l'aviation maintenait un bombardement des accès et des points stratégiques. Pour les défenseurs, chaque mouvement était risqué et chaque tir exigeait une grande précision. Les canons de gros calibre pouvaient détruire les péniches de débarquement, mais la densité et le nombre des troupes ennemies faisaient que beaucoup atteignaient le sable, souvent au prix de pertes considérables des deux côtés. Parallèlement, le moral des soldats allemands devint un facteur déterminant. Nombre d'entre eux étaient conscients de l'importance stratégique du débarquement,
mais la surprise, la confusion et l'ampleur de l'attaque minèrent leur confiance. Certains résistèrent avec détermination, obéissant aux ordres jusqu'au dernier moment. D'autres hésitèrent, se cachèrent ou cherchèrent à survivre, conscients que la structure de commandement censée les soutenir ne fonctionnait plus comme prévu. La désorganisation s'est aggravée avec l'arrivée des renforts, qui souvent n'arrivaient pas à temps ou étaient détournés par la confusion à l'arrière. Le déploiement des blindés et des unités de réserve fut lent et fragmenté. Dans de nombreux secteurs, le temps de réaction des Allemands se mesurait en minutes, mais ces minutes suffisaient aux Alliés pour consolider leur tête de pont, établir des positions de soutien et commencer leur progression vers l'intérieur des terres. Ainsi, aux premières heures du jour J, la combinaison d'une résistance efficace et d'une désorganisation critique a déterminé le déroulement de la bataille sur les plages. La robustesse des positions allemandes contrastait fortement avec la faiblesse de leur coordination et de leur communication. Chaque bunker pouvait infliger des dégâts, chaque soldat pouvait momentanément ralentir l'avancée, mais la vision stratégique globale, la défense en profondeur et la manœuvrabilité avaient été neutralisées par la surprise, la pression ennemie et un commandement fragmenté. Pour les Allemands, ces premières heures furent une leçon brutale, illustrant le fossé entre les plans et la réalité des combats modernes. La résistance sur la plage, bien que remarquable sur le plan individuel et local, n'a pas suffi à arrêter l'opération la plus ambitieuse et la plus complexe de l'histoire militaire. La désorganisation, la confusion et la surestimation de leur propre défense ont commencé à tracer la ligne entre une défense efficace et un échec inévitable. Suite au débarquement et à la consolidation initiale des têtes de pont alliées, le commandement allemand se retrouva dans une situation d'urgence totale. La surprise stratégique et la rapidité de l'opération ennemie avaient bouleversé toute planification préalable. Le commandement tenta de se réorganiser au plus vite, mais les ordres arrivèrent tard, les unités étaient dispersées et le terrain ne permettait plus de manœuvres d'envergure. Le réseau routier détruit, les ponts dynamités, les champs de mines et les routes étroites de l'intérieur de la Normandie rendaient difficile toute tentative de concentration des forces. Les généraux locaux, conscients que l'inaction équivaudrait à une perte définitive de terrain, tentèrent de regrouper les troupes disponibles en accordant une attention particulière aux divisions Panzer qui représentaient la seule force capable de lancer une contre-attaque décisive. Cependant, la fragmentation du commandement rendait ces tentatives quasi impossibles. L'absence de Rommel du front et l'indécision d'Hitler quant à l'autorisation des mouvements clés retardèrent toute riposte coordonnée. Chaque décision devait passer par de longs échelons bureaucratiques et de longues chaînes de communication, souvent interrompues par la confusion, les attaques d'alliés et les problèmes techniques. Les informations en provenance du front étaient partielles, contradictoires et souvent obsolètes. Les commandants de division recevaient des ordres incomplets ou périmés, rendant la synchronisation des attaques combinées d'infanterie, de blindés et d'artillerie quasi impossible. Les contre-attaques lancées, lorsqu'elles eurent finalement lieu, furent individuellement héroïques, mais stratégiquement insuffisantes. Les chars progressaient sur des routes étroites et des voies secondaires, se retrouvant souvent piégés ou exposés aux tirs d'artillerie et aériens ennemis. L'infanterie qui les accompagnait, épuisée par des jours de tension et des engagements précédents, ne pouvait maintenir sa cohésion ni son rythme face à l'avancée régulière des troupes alliées bien coordonnées. Chaque offensive était marquée par l'incertitude. Tirer sans savoir si les unités voisines couvriraient les flancs, avancer sans information sur la position exacte de l'ennemi, se coordonner avec l'artillerie dont les observateurs étaient constamment sous le feu ennemi. La supériorité aérienne alliée, qui avait déjà prouvé son efficacité les jours précédents grâce au bombardement des zones arrières et des routes, a une fois de plus joué un rôle crucial. Chaque colonne de renfort ou char qui tentait d'atteindre la ligne de front était attaquée par les airs et bien souvent les pertes s'accumulaient avant même que les contre-attaques n'atteignent les positions ennemies. Cette menace aérienne constante a provoqué des retards, une désorganisation et surtout un effet psychologique dévastateur. Les soldats ont commencé à comprendre que, même avec discipline et courage, le combat était déterminé par des facteurs indépendants de leur volonté. La combinaison d'obstacles logistiques, de la fragmentation du commandement et de la supériorité alliée a transformé chaque tentative de contre-attaque en un effort isolé et éphémère.
Certaines unités ont réalisé des avancées temporaires ou infligé des pertes importantes à des points précis. Mais ces succès locaux ont été rapidement neutralisés par la pression combinée de l'infanterie, de l'artillerie et de l'aviation ennemie. Chaque victoire tactique s'avérait inutile face à l'avancée soutenue et à la coordination stratégique des Alliés. L'épuisement psychologique et physique fut également déterminant. Les soldats allemands durent se rendre à l'évidence. La guerre moderne ne se gagnait pas uniquement par le courage ou la discipline. La guerre n'était plus une succession de positions fixes farouchement défendues. C'était un système dynamique où la mobilité, la communication, la logistique et la coordination étaient plus décisives que n'importe quel bunker ou char d'assaut individuel. Cette prise de conscience fut un coup dur pour le moral. Le sentiment d'invincibilité qui avait soutenu l'armée allemande pendant des années s'effritait, remplacé par un sentiment croissant de vulnérabilité et de désespoir. Finalement, la combinaison de ces facteurs a condamné la Wehrmacht à une retraite continue. Ce qui aurait pu en théorie être une contre-attaque organisée et dévastatrice s'est transformé en une série d'efforts isolés, improvisés et mal coordonnés. Une résistance persistait dans certains secteurs, mais sans possibilité de modifier le cours stratégique de la bataille. Du point de vue allemand, la guerre cessa d'être un jeu de manœuvres prévisible et devint un scénario d'attrition constante, où chaque jour perdu dans des contre-attaques infructueuses signifiait la perte progressive de territoire, d'hommes et de ressources. Rommel absent, Hitler incertain, le commandement est paralysé. Alors que les vagues s'écrasaient sur les plages de Normandie et que les tirs alliés pleuvaient sur les défenseurs allemands, le cœur du commandement du Troisième Reich était paralysé. Le manque de rapidité de décision et de coordination stratégique fut l'un des facteurs les plus déterminants de l'échec allemand durant les premières heures du débarquement. Erwin Rommel, le maréchal chargé de superviser la défense du front occidental, était absent des plages et des postes de commandement de la région. Son habitude de passer du temps avec les unités pour les inspections et l'entraînement avait été interrompue par l'organisation de son anniversaire et d'autres affaires personnelles, laissant de nombreux postes sans la direction directe de celui qui avait le plus confiance en leur capacité de réaction rapide. Rommel avait insisté sur la nécessité de fortifier fortement les plages et de maintenir des forces mobiles prêtes à une contre-attaque immédiate, mais son influence ne s'est pas traduite par des décisions instantanées lorsque l'invasion a finalement commencé. À plus grande échelle, Hitler exerçait un contrôle centralisé sur les mouvements décisifs des réserves blindées. Chaque ordre important nécessitait son approbation directe. Cette structure de commandement, qui avait fait ses preuves dans des contextes moins dynamiques, s'avéra fatale face à un ennemi qui avait planifié l'opération avec une précision chirurgicale. Les unités blindées qui auraient pu contre-attaquer pour isoler et détruire les têtes de pont sont restées immobiles pendant les premières heures critiques, bloquées par la bureaucratie et la nécessité d'attendre la confirmation du Führer. Il en résulta un revers stratégique dévastateur. Tandis que les Alliés consolidaient leur position, déployaient leur artillerie et ouvraient des voies d'accès à l'intérieur du pays, le commandement allemand était pris au piège entre l'incertitude et l'inaction. Les rapports en provenance de la côte étaient fragmentaires et contradictoires. Certains évoquaient un débarquement massif, d'autres une attaque limitée. La dispersion des informations et l'indécision des échelons supérieurs provoquèrent un effet domino. Les officiers locaux furent contraints d'improviser sans coordination, tandis que les soldats sur la plage dépendaient d'ordres qui n'arrivaient jamais à temps. L'absence de Rommel fut non seulement matérielle, mais aussi stratégique. Ses propositions, qui incluaient des déploiements mobiles, des fortifications plus agressives et l'utilisation précoce de réserves blindées, avaient été limitées par d'autres commandants qui privilégiaient une approche plus défensive et statique. La tension entre la vision de Rommel et celle du haut commandement reflétait un problème plus large, l'incapacité à s'adapter rapidement à une attaque coordonnée, moderne et historique. Hitler, de son côté, refusait de déléguer les décisions cruciales. Sa méfiance envers les généraux et son besoin de contrôler chaque mouvement décisif expliquaient l'inaction des divisions blindées stationnées à des dizaines de kilomètres de la plage. Les messages transmis par radio ou par messager subissèrent souvent des retards de plusieurs minutes cruciales, ce qui, dans une bataille de cette ampleur, équivalait à la perte de toute possibilité de contre-attaque efficace.
Cette combinaison de commandement centralisé, d'absence de leadership direct et de rigidité dans la prise de décision a créé un vide tactique. Les défenses allemandes, bien que structurellement solides à bien des égards, étaient incapables de fonctionner comme un système intégré. Les unités agissaient de manière isolée, incapables de coordonner leurs tirs croisés, leurs manœuvres défensives ou leurs contre-attaques. La fragmentation du commandement se répercutait directement sur le champ de bataille. Chaos à l'arrière, désorganisation sur les plages et dispersion des forces résultaient de décisions non prises en temps voulu. Sur le plan humain, la situation a également affecté le moral des troupes. Les officiers et sous-officiers locaux se sont retrouvés pris entre l'obligation d'obéir aux ordres et la nécessité de prendre des décisions urgentes en l'absence de directives claires. Certains choisirent d'agir, improvisant des positions défensives ou tentant de concentrer leurs forces dispersées. D'autres restèrent hésitants, évaluant les risques face à l'avancée inexorable de l'ennemi. Chaque minute d'hésitation se traduisait par des avantages tactiques pour les Alliés et des pertes croissantes pour les défenseurs allemands. La leçon à tirer de ces heures est claire. La puissance d'une armée ne réside pas uniquement dans ses fortifications, ses armes ou son entraînement, mais dans la capacité de son commandement à réagir rapidement et de manière cohérente à l'inattendu. L'absence de Rommel, l'indécision d'Hitler et la structure de commandement centralisée et rigide ont transformé un système de défense formidable en un ensemble fragmenté et vulnérable. Alors que le soleil commençait à se lever sur les plages de Normandie, la guerre moderne avait démontré de manière convaincante que la coordination, la rapidité de la prise de décision et la flexibilité étaient tout aussi cruciales que la puissance des armes ou la solidité du béton. Pour l'Allemagne, ce 6 juin signifiait que la bataille ne pouvait plus être gagnée par la seule discipline et les fortifications. Il fallait un commandement capable de s'adapter en temps réel, une capacité qui, à ce moment-là, faisait cruellement défaut. Contre-attaque impossible et effondrement de la défense. Les premières heures avaient montré que le système défensif, bien que solide en apparence, était fragmenté, non coordonné et vulnérable à la rapidité et à l'ampleur de l'opération ennemie. Ce qui aurait pu en théorie être une contre-attaque décisive s'est transformé, en pratique, en une lutte désespérée contre le temps, le terrain et la structure de commandement elle-même. Les divisions blindées, désignées comme réserves stratégiques, restèrent immobiles durant les heures les plus critiques. Tout déploiement majeur nécessitait l'ordre d'Hitler, et son centralisme rigide impliquait que chaque mouvement devait être approuvé par le Führer. Pendant ce temps, les Alliés consolidaient leurs têtes de pont, déployaient leur artillerie et entamaient leur progression vers l'intérieur des terres, réduisant drastiquement la marge de manœuvre allemande. Chaque minute de retard rendait plus difficile le lancement d'une contre-attaque cohérente. Les problèmes logistiques étaient tout aussi dévastateurs. Les routes intérieures étaient congestionnées. Les ponts et routes stratégiques avaient été détruits ou contrôlés par les forces alliées ou les parachutistes à l'arrière, et les ressources motorisées étaient insuffisantes pour déplacer efficacement les unités blindées. Certains commandants tentèrent d'organiser des colonnes de chars et de véhicules de combat, mais ces dernières furent ralenties par la confusion, la dispersion des troupes et les attaques d'artillerie et aériennes ennemies. Ce qui apparaissait sur une carte comme une possible contre-attaque était, en réalité, une entreprise vouée à l'échec dès le départ. De plus, la résistance sur les plages n'était pas uniforme. Bien que certains secteurs défensifs aient infligé des pertes importantes aux troupes alliées, ces poches de résistance isolées ne pouvaient soutenir une offensive d'envergure. Toute tentative de concentration des forces fut entravée par la dispersion des unités, la désorganisation et le manque de communication efficace. Les soldats en première ligne firent preuve de courage et de discipline, mais manquaient d'une vision globale du champ de bataille et des compétences de coordination nécessaires à une contre-attaque d'envergure. La présence de parachutistes à l'arrière compliquait davantage toute offensive. Les unités allemandes devaient partager leurs efforts entre le confinement des soldats débarqués à l'intérieur des terres et la défense du littoral. Cette dispersion des efforts rendait pratiquement impossible toute tentative de manœuvre concertée. Les renforts susceptibles de modifier la dynamique de la défense furent contraints de s'engager dans des combats fragmentés, perdant ainsi du temps et des hommes précieux dans des escarmouches locales. Le facteur humain a également joué un rôle crucial. Le moral des troupes a été affecté par la peur, l'épuisement extrême et le sentiment que la situation était hors de contrôle.
De nombreux soldats comprenaient que toute offensive organisée nécessiterait coordination, munitions, carburant et communication, autant de ressources rares ou perturbées. La pression psychologique augmentait de minute en minute. Chaque avancée alliée démontrait que la défense était mise à mal non seulement par l'ennemi, mais aussi par les limites inhérentes au système allemand. Au sein du haut commandement, la paralysie persistait. L'absence de décision rapide et la dépendance à l'égard d'Hitler pour l'autorisation des mouvements clés entraînaient des délais de mise en œuvre trop longs pour les contre-attaques planifiées. Certaines unités furent finalement envoyées sur la plage, mais elles arrivèrent dispersées, avec un faible appui d'artillerie et dans des conditions de combat extrêmement difficiles. Chaque effort individuel fut noble et courageux, mais insuffisant pour changer le cours de la bataille. Le terrain lui-même joua contre les défenseurs. Les plages de Normandie, avec leurs dunes, leurs sentiers étroits et leurs obstacles, limitèrent la capacité de manœuvre des forces allemandes. Les blindés progressaient difficilement, exposés aux tirs alliés depuis les hauteurs et aux bombardements d'artillerie navale et aérienne. Les unités d'infanterie qui accompagnaient les chars ne pouvaient maintenir leur cohésion en raison du terrain découvert et des attaques incessantes, ce qui entraînait la dispersion de chaque contre-attaque avant même qu'elle n'atteigne les lignes ennemies. Au fil de la journée, il est devenu évident que l'effondrement de la défense n'était pas uniquement dû à la supériorité numérique et technologique des Alliés, mais aussi à une combinaison de facteurs internes: manque de coordination, indécision du commandement, dispersion des troupes et épuisement psychologique. Ce qui, sur les cartes et les plans, ressemblait à une possible contre-attaque s'était transformé en une succession d'efforts isolés destinés à retarder et non à arrêter l'avancée de l'ennemi. Pour les soldats allemands, le jour J devint un exercice d'endurance constant sous une pression extrême. Chaque bunker défendu, chaque mitrailleuse utilisée et chaque char déployé représentait une tentative de maintenir la cohésion face à un ennemi qui maîtrisait déjà la surprise, la coordination et une planification méticuleuse. Cependant, l'effondrement était inévitable. La défense ne pouvait être maintenue lorsque la structure de commandement était paralysée, les unités fragmentées et le terrain dominé par l'adversaire. Au bout de quelques heures, les tentatives de contre-attaque s'étaient effondrées. Il ne restait plus qu'un front partiellement défendu, avec des brèches ouvertes, des communications coupées et des unités isolées. La résistance se poursuivit dans divers secteurs pendant plusieurs jours, mais la possibilité de repousser l'invasion de manière cohérente avait disparu. La combinaison de la planification alliée, de la surprise stratégique et des erreurs internes allemandes a fait du jour J un exemple absolu de la façon dont même un système défensif solide peut s'effondrer lorsque la coordination, la rapidité de la prise de décision et la flexibilité font défaut au moment le plus critique. L'effondrement des défenses en Normandie ne fut ni instantané ni uniforme. Il s'agissait d'un processus qui se déroula tandis que les forces allemandes tentaient de réagir à une attaque sans précédent, avec des ressources insuffisantes, un commandement fragmenté et un ennemi exploitant la moindre faiblesse. Du point de vue allemand, cette journée a démontré la fragilité d'un système qui paraissait invincible sur le papier, mais qui, en pratique, était vulnérable à la combinaison d'innovations tactiques, de coordination et de pression constante de l'ennemi. Après le jour J, retraite, attrition et le début de la fin à l'ouest. Alors que le flot d'hommes et de matériel allié commençait à se consolider en Normandie, il devint clair pour le haut commandement allemand que la défense initiale avait échoué dans son objectif, empêcher le débarquement sur les plages. Ce qui avait commencé comme une tentative de contenir l'invasion se transforma rapidement en un long processus d'usure, de retraite et de réorganisation forcée. Du point de vue allemand, le jour J ne fut pas seulement un échec tactique immédiat, mais aussi le début de la fin, un processus qui allait se dérouler pendant des mois sur tout le front occidental. Les premières heures critiques avaient déjà laissé des traces visibles. Bunkers détruits, positions défensives percées, soldats isolés et un commandement paralysé qui tentait encore de se réorganiser. Cependant, l'ampleur de l'impact devint évidente à mesure que les Alliés progressaient vers l'intérieur des terres, consolidant leurs têtes de pont et sécurisant les voies de communication et de ravitaillement. Pour les Allemands, chaque kilomètre de territoire perdu représentait non seulement un avantage tactique pour l'ennemi, mais aussi un coup psychologique porté aux troupes qui avaient cru que le mur de l'Atlantique pourrait résister à n'importe quel assaut.
Le repli devenait inévitable dans certains secteurs. Il ne s'agissait pas d'un retrait désorganisé, mais on ne pouvait pas non plus le qualifier de manœuvre entièrement planifiée. Les officiers s'efforcèrent de réorganiser les unités dispersées, de replier les soldats épuisés, de sécuriser les positions défensives secondaires et de protéger les lignes de ravitaillement encore opérationnelles. Chaque décision devait concilier la nécessité de préserver les forces et l'urgence de maintenir un front cohérent face à un ennemi qui avançait sans relâche. Le bilan humain fut immédiat et brutal. Les soldats allemands, déjà éprouvés par la pression de l'invasion, furent contraints de combattre dans des conditions extrêmes, longues marches sous le feu ennemi, pénurie de ravitaillement, communication limitée et affrontements constants avec des unités alliées supérieures en nombre et en armement. La fatigue mentale et physique a amplifié la peur, et le moral, qui avait résisté à l'assaut initial grâce à la discipline, a commencé à s'éroder. Chaque position perdue, chaque pont détruit, chaque colonne de chars anéantie renforçait le sentiment que la défense était une course impossible contre la logistique, la coordination et l'innovation des Alliés. Le commandement allemand, quant à lui, devait faire face à un dilemme stratégique crucial: tenter des contre-attaques isolées et localisées pour reprendre du terrain, ou conserver ses réserves pour essayer d'arrêter la pénétration ennemie plus tard. Le choix était rarement évident. Les tentatives de contre-attaque, lorsqu'elles étaient lancées, étaient fragmentées et arrivaient souvent trop tard. Les unités se déplaçaient de manière dispersée, sans coordination complète, exposées aux tirs ennemis et handicapées par l'absence d'un soutien aérien efficace, domaine que les Alliés dominaient presque entièrement. Chaque action tactique entraînait des pertes inévitables, réduisant encore davantage la capacité de manœuvre future. Parallèlement, la logistique allemande commençait à se détériorer gravement. Les approvisionnements en munitions, en carburant, en vivres et en médicaments ne pouvaient suivre le rythme des combats. Les routes intérieures de Normandie, déjà étroites et fréquemment détruites, ne pouvaient absorber l'afflux de renforts et de ravitaillements. Chaque retard logistique affaiblissait davantage la capacité à maintenir un front cohérent. Même les véhicules blindés disponibles étaient parfois bloqués dans des embouteillages ou détruits avant d'atteindre le champ de bataille. Les pertes furent amplifiées par le harcèlement constant des avions et de l'artillerie alliée. Les bombardements stratégiques et tactiques détruisirent non seulement les fortifications et les véhicules, mais affectèrent aussi directement le moral des soldats et la coordination des unités. La guerre moderne, avec sa combinaison de puissance de feu massive, de mobilité et de contrôle de l'espace aérien, s'était révélée être un défi que les défenses allemandes statiques ne pouvaient surmonter sans un commandement flexible et rapide, une capacité qui faisait encore défaut. Au fil des jours, le front occidental allemand commença à se transformer. Ce qui avait été une défense planifiée devint une série de lignes improvisées, où les unités tentaient de retarder l'ennemi pendant qu'elles se réorganisaient ou se repliaient sur des positions plus défendables. La retraite, bien que stratégique, entraîna des pertes constantes. Soldats, armes, véhicules et munitions disparurent devant l'avancée des Alliés. Le mur de l'Atlantique, censé être un obstacle insurmontable, avait perdu une grande partie de son effet dissuasif. Les brèches ouvertes et la désorganisation montraient que même les fortifications les plus solides étaient vulnérables à une invasion moderne, bien coordonnée et exécutée par surprise. Du point de vue allemand, le débarquement de Normandie a également marqué un tournant irréversible dans la dynamique de la guerre à l'ouest. L'opération alliée a non seulement permis d'établir des têtes de pont, mais a aussi marqué le début d'une avancée soutenue en France et, finalement, en Allemagne. Chaque kilomètre gagné par les Alliés réduisait la capacité allemande à contre-attaquer, à réorganiser ses forces et à maintenir un front défensif cohérent. La guerre, qui jusqu'alors avait été menée avec un succès relatif dans d'autres régions du continent, commença à révéler la vulnérabilité du Reich face à la coordination, aux innovations tactiques et à la supériorité logistique des Alliés. Au final, l'impact psychologique et stratégique du débarquement fut profond. Pour les soldats, cela signifiait affronter un ennemi plus organisé, plus motivé et techniquement supérieur. Pour les officiers et le haut commandement, cela a démontré l'incapacité d'un système rigide et centralisé à réagir face à une attaque rapide et multiforme.
La retraite, l'attrition et la perte de contrôle marquèrent le début de la fin sur le front occidental. L'invasion avait non seulement compromis les défenses immédiates, mais avait aussi irrémédiablement modifié l'équilibre stratégique en Europe occidentale. En ce sens, le 6 juin 1944 n'était pas simplement une journée de combat. C'était le début d'un processus qui a transformé le front occidental et jeté les bases de la défaite de l'Allemagne en Europe. La combinaison d'une planification alliée méticuleuse, d'une exécution coordonnée et de l'exploitation des faiblesses allemandes a transformé un système défensif qui semblait solide sur le papier en un ensemble de positions fragmentées et vulnérables. La retraite, l'attrition et l'effondrement progressif de la défense ont marqué, dès le premier jour, une voie que l'Allemagne ne pouvait plus inverser. Le jour où l'Allemagne a perdu la France, les conséquences des débarquements. Le 6 juin 1944 marqua un tournant dans l'histoire militaire européenne et pour l'Allemagne, cela signifia le début d'une perte désormais irréversible, le contrôle de la France et avec elle l'intégrité du front occidental. Le jour J n'était pas qu'un simple débarquement sur les plages, c'était un coup stratégique qui a mis en lumière les fragilités d'un système militaire qui, jusqu'alors, était parvenu à imposer sa volonté sur une grande partie de l'Europe. Les conséquences furent immédiates et nombreuses. Sur le plan militaire, l'invasion contraignit l'Allemagne à redéployer ses forces depuis d'autres secteurs, affaiblissant ainsi ses défenses à l'Est et compromettant sa capacité à répondre de manière cohérente à d'autres menaces. Les divisions qui auraient pu renforcer le front de l'Est furent détournées ou immobilisées, et les réserves stratégiques destinées à contenir les mouvements d'avant-garde alliés furent rapidement épuisées. La nécessité de réagir d'urgence à l'avancée des Alliés a perturbé la planification initiale, obligeant à improviser des défenses et des manœuvres souvent insuffisantes ou trop tardives. L'effondrement des défenses en Normandie et la perte progressive du territoire français ont également eu un effet psychologique dévastateur. Le moral des soldats et des officiers s'est effondré lorsqu'ils ont réalisé que la supériorité allemande, qui avait dominé les champs de bataille européens pendant des années, ne suffisait plus à contenir un ennemi coordonné, bien approvisionné et technologiquement avancé. Le prestige de l'armée allemande, qui jusqu'alors avait projeté une image d'invincibilité, subit un coup irréparable. Le sentiment de l'inévitabilité d'une victoire alliée commença à gagner les rangs et le haut commandement. Sur le plan politique, la perte de la France signifiait un affaiblissement du contrôle nazi sur l'Europe occidentale. L'occupation allemande, jusque-là solide et disciplinée, commença à se heurter à de graves problèmes logistiques et administratifs. Les voies d'approvisionnement furent coupées par la résistance locale et les bombardements alliés. Les centres urbains devinrent des foyers d'insécurité et la coordination entre l'Allemagne et les autorités collaborationnistes se compliqua de plus en plus. Chaque kilomètre de territoire perdu représentait un point de pression supplémentaire qui compliquait la capacité du Reich à soutenir la guerre sur plusieurs fronts. Sur le plan stratégique, le débarquement a permis aux Alliés d'établir une tête de pont qui s'est rapidement étendue vers l'intérieur des terres, sécurisant ainsi des ports et des voies de communication essentielles. La France passa du statut de territoire occupé à celui de champ d'opération ouvert, d'où les Alliés pouvaient projeter leurs forces directement vers l'Allemagne. L'avancée alliée a transformé la guerre d'usure en une guerre de mouvement à l'ouest, forçant l'Allemagne à combattre sur un terrain où la rigidité de son commandement et sa dépendance à l'égard de fortifications statiques constituaient des désavantages mortels. La logistique allemande, déjà mise à rude épreuve par la guerre à l'Est et les limitations de production, fut submergée. Acheminer des vivres, des munitions et des renforts en Normandie devint une tâche quasi impossible. Routes endommagées, bombardements aériens incessants et manque de moyens de transport suffisants contraignirent même les unités opérationnelles à progresser lentement et de manière fragmentée. Chaque retard augmentait l'efficacité de l'avancée alliée et aggravait la crise allemande sur le front occidental. L'impact humain fut également considérable. Des milliers de soldats allemands furent tués, blessés ou faits prisonniers dans les jours qui suivirent le débarquement. Ces pertes ont non seulement réduit les capacités de combat, mais ont également affecté la cohésion des unités et le moral des survivants. Pour beaucoup, la Normandie devint un théâtre de désespoir où la survie des individus et des petits groupes primait sur tout objectif stratégique. La guerre,
qui jusqu'alors s'était déroulée de manière ordonnée sous des structures de commandement rigides, se transforma en une lutte fragmentée et chaotique. Au-delà des événements immédiats, le débarquement a marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. La perte de la France ouvrit un second front que l'Allemagne ne pouvait ignorer, forçant le Reich à diviser ses ressources, ses hommes et ses stratégies à un moment critique. La marge de manœuvre, qui avait été l'un des piliers du succès allemand lors des campagnes précédentes, se trouva considérablement réduite. Toute victoire partielle à l'Est ou sur d'autres fronts était désormais conditionnée par la pression constante de l'avancée alliée depuis l'Ouest. Finalement, le débarquement de Normandie a démontré que même l'armée la plus disciplinée, forte de décennies d'expérience et de fortifications soigneusement construites, pouvait être vaincue par une combinaison de facteurs qui ont redéfini le concept de guerre moderne. La surprise absolue, une coordination méticuleuse entre l'infanterie, les véhicules blindés, l'artillerie et l'aviation, l'innovation tactique à toutes les échelles du combat et une logistique efficace garantissant l'acheminement des munitions, de la nourriture, du carburant et des renforts au bon moment et au bon endroit. Les plages, que les Allemands considéraient comme pratiquement imprenables, devinrent le théâtre d'affrontements où la planification détaillée et la flexibilité des Alliés l'emportèrent sur la rigidité d'un commandement centralisé et d'un système défensif en apparence inébranlable. Pour l'Allemagne, le débarquement fut bien plus qu'une défaite sur les plages de Normandie. Ce fut le début de la perte progressive de contrôle sur l'Europe occidentale, un coup qui transcenda le tactique pour atteindre le stratégique et le psychologique. L'opération alliée a brisé l'illusion d'invulnérabilité qui avait accompagné l'armée allemande pendant des années et a brutalement mis en lumière l'incapacité du commandement nazi à réagir rapidement et de manière cohérente face à un ennemi innovant et coordonné. Ce qui paraissait suffisant dans les manuels de guerre et les plans de fortification pour résister à une invasion s'est avéré insuffisant face à la réalité dynamique et complexe des combats modernes. Le 6 juin 1944 ne signifiait pas seulement la perte de territoire. Il représentait la première fracture visible sur le front occidental, un tournant qui affaiblissait la cohésion des unités allemandes, érodait le moral des soldats et soulignait les limites structurelles du commandement militaire. Chaque kilomètre de plage conquis, chaque tête de pont consolidée, chaque pont ou route sécurisée par les Alliés transformait la défense allemande en une succession de tentatives isolées, improvisées et, à long terme, vaines. Le sentiment d'impuissance et la conscience de l'inévitabilité de l'avancée alliée commencèrent à se répandre parmi les officiers et les soldats, marquant un changement profond dans la perception de la guerre. Il ne s'agissait plus seulement de discipline, d'entraînement et de fortification. Désormais, la capacité de réagir rapidement, l'adaptation constante et une coordination supérieure étaient des facteurs déterminants. Plus largement, ce débarquement a démontré que la guerre moderne était un système dans lequel la planification stratégique, l'exécution précise, l'innovation technologique et une logistique efficace pouvaient venir à bout même des défenses les plus redoutables. L'Allemagne, qui pendant des années était parvenue à imposer sa volonté à l'Europe par la tactique, l'entraînement et la discipline, se retrouvait face à un ennemi capable de combiner tous ces éléments de manière synergique. La défaite en Normandie fut donc un catalyseur qui déclencha un processus irréversible, la libération progressive de la France, la pression constante sur les ressources et les lignes de ravitaillement allemandes, et finalement l'ouverture d'un front occidental que l'Allemagne ne pouvait plus contenir. Du point de vue allemand, le débarquement symbolisait le début d'un déclin inévitable. L'occupation nazie, qui jusque-là avait réussi à contrôler de vastes territoires avec une relative efficacité, commença à s'effondrer sous la pression combinée des forces extérieures et de l'inefficacité interne du commandement. L'opération alliée a démontré que l'avenir de la guerre ne serait plus défini uniquement par la ténacité individuelle ou la solidité des fortifications. Il dépendrait de la capacité à s'adapter, à se coordonner et à prendre des décisions rapides sous une pression constante. Dans ce domaine, l'Allemagne avait échoué de manière irréversible, marquant non seulement une défaite d'un jour, mais aussi le début de la fin de sa domination en Europe occidentale et, finalement, le prélude à la chute du Reich.